Alors, bienvenue à tous. Je suis Ornella Aveco du CRC Interface et je vous dis bienvenue justement pour notre après-midi pour un webinaire sur l'emballage alimentaire de demain. Alors, j'ai avec moi sur le plateau Fabrice Pelletier. Bonjour Fabrice. Bonjour Ornella et bonjour à toutes et à tous. Et ainsi que Laurine Coquerel du CRC Interface et Frédéric Martin du CRC également. Bonjour à tous. Alors, pour cet après-midi, nous avons 3 temps forts de prévus qui vous seront présentés très bientôt. Pour échanger, nous vous suggérons justement de poser les questions dans l'onglet questions et vous pouvez également voter pour les questions au lieu de les répéter. Et également, si vous avez des problèmes techniques ou autres informations, vous les mettrez plutôt dans l'onglet chat. Donc, privilégiez l'onglet questions pour les présentations et les supports de présentation vous seront transmis à la fin du webinaire dont parler. Et nous avons également prévu pour un peu plus d'interaction un nuage de mots-clés à l'issue de chaque temps fort. Donc, pour ceux qui ont un téléphone et qui peuvent justement déjà capter le QR code pour aller sur l'outil Mentimeter qui sera utilisé ou sinon, on vous enverra un lien dans la barre d'infos au cours des présentations. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Frédéric Martin qui va nous présenter justement le CRC Interface et tous les partenaires qui vous proposent cet événement cet après-midi. Et vous m'entendez, c'est bon? Au packaging agroalimentaire, dans le cadre des rencontres régionales recherche-innovation. Alors, j'espère que pour tous, depuis votre lieu de travail ou depuis chez vous, vous avez la meilleure qualité sonore et d'image possible. Alors, moi, de mon côté, je suis vraiment très contente parce que cet après-midi, en fait, on a enregistré plus de 480 inscriptions. Les gens commencent à arriver, c'est très bien. Donc, en ligne, vous êtes des entreprises agroalimentaires, des fournisseurs d'emballage, des centres de compétences, à la fois de la région Hauts-de-France en majorité, je pense, mais aussi de toute la France et voire même de Belgique. Donc, du coup, je pense que ça va nous promettre des échanges vraiment très intéressants. Alors, on a souhaité être le plus interactif possible. Donc, comme vous l'a dit Ornella, vous n'hésitez pas à utiliser, voire même à abuser des outils de chat pour parler entre vous, de poser des questions. Il y a des sondages qui sont prévus dont vous verrez les résultats en direct. Donc, surtout, je vous invite à participer parce que on souhaite vraiment avoir le plus d'échanges possible, même si c'est de l'interactif. Voilà. Alors, un petit mot d'introduction rapide pour présenter les organisateurs de cet atelier. Donc, alors, le CRC Interface, déjà, pour commencer, donc, notre métier à nous, c'est d'accompagner des entreprises agroalimentaires de la région Hauts-de-France dans leur démarche d'innovation. L'association est soutenue en fait par la région Hauts-de-France et le ministère de la Recherche, dans la mesure où nous sommes labellisés pôle cellule de diffusion technologique. On intervient plus classiquement en fait auprès des entreprises en accompagnement individuel de leurs projets innovation, produits, process, mais aussi dans le cas d'ateliers, comme c'est le cas aujourd'hui, sur des sujets qui concernent beaucoup d'entreprises et qui peuvent nécessiter une réponse collective. Alors, CRC Interface, donc du coup, on fait bien le lien entre les entreprises agroalimentaires de la région, que ce soit des PME ou que ce soit de plus grandes entreprises, et d'autre part, une offre très importante et riche en région, c'est quelque chose de très positif, de compétences techniques et technologiques sur un certain nombre de sujets divers et variés qui concernent toutes les tendances qu'on peut avoir en agroalimentaire. Et justement, en fait, on a eu beaucoup de demandes de la part des entreprises agro de la région sur des thématiques liées à l'emballage, d'où l'explication de l'intérêt de cet atelier. Alors justement, en termes d'organisation, on y a réfléchi avec plusieurs partenaires qui étaient en lien avec cette thématique. Donc sur le sujet emballage agroalimentaire de demain, donc on a un certain nombre de partenaires qui sont les suivants. Voici la petite diapo. Donc plusieurs pôles de compétitivité. Donc le pôle Euramatériaux sur la partie matériaux, le cluster NSL, donc pôle de compétitivité et nutrition, santé et longévité, le pôle IAR sur la partie bioéconomie, le pôle Acumer plus spécifiquement sur les produits aquatiques. Nous avons aussi en partenaire le Centre technique du papier, la Société Mallinger, Agrosphère, donc l'association des entreprises agroalimentaires de la région Hauts-de-France, et pour finir,
l'ARI, l'Association régionale innovation Hauts-de-France Innovation Développement, qui est en charge des rencontres innovation, tous secteurs confondus. Alors, ce qui est très important, c'est que tous ces partenaires, certains vont intervenir, donc vont se présenter de manière plus détaillée, d'autres sont intervenus dans l'organisation de cet atelier. Mais ce que je tenais à faire là tout de suite, c'était remercier tous ces partenaires pour l'organisation de l'atelier et de leur implication dans le programme. Et pour finir, donc du coup, j'espère que cet atelier va répondre à vos questions et vos attentes. Et je repasse la main maintenant à Ornella pour attaquer sur le programme. Et je vous souhaite de passer un excellent moment. À bientôt. Alors, merci Frédéric pour cette entrée en matière. Alors, rapidement, pour vous présenter le programme. Donc, comme dit précédemment, nous aurons 3 temps forts. Donc, un premier temps fort sur les tendances packaging de demain avec l'intervention justement de Fabrice sur tout ce qui est innovation agroalimentaire, aussi bien en France que dans le monde. Ensuite, à 15h25, donc, on aura un deuxième temps fort sur les emballages agroalimentaires avec un focus sur les enjeux environnementaux avec l'intervention de Eura Materials, partenaire de l'événement, de Veolia, de Malinguer Packaging et du Centre technique du papier à Douai. Ensuite, à 16h50, nous aurons notre dernier et troisième temps fort, donc qui est une table ronde sur les projets innovants en région, aussi bien du côté des entreprises avec le témoignage de Materne que des projets qui sont menés par divers acteurs comme AgroParisTech sur les polymères biosourcés, l'Université de Lille sur les biomatériaux et le Centre technique du papier sur l'emballage connecté. Alors, je vais vous laisser en compagnie de Fabrice Pelletier. Je vous souhaite un très bon moment justement sur ce premier temps fort avec les tendances packaging de demain. Bonjour, bonjour encore à toutes et à tous. Nous sommes 240 et je vous remercie d'avoir répondu présent à ce webinaire et je remercie toute l'équipe du CERCIA pour son organisation. Bravo, je vais essayer d'être à la hauteur et je vais vous accompagner tout l'après-midi. Pour démarrer, je vais faire un état des lieux, on va dire, un état des lieux de ce qui est en train de se passer sur l'emballage et qui est issu du livre qui vient tout juste de sortir et que j'ai envoyé ce week-end et je sais que certaines personnes l'ont reçu puisque j'ai reçu des messages sur la révolution de l'emballage. Qu'est-ce que cette révolution de l'emballage? En fait, cette révolution de l'emballage, je vous l'avais annoncé dès 2018 pour le salon de l'emballage en écrivant un petit ouvrage que vous pouvez toujours télécharger d'ailleurs sur mon site internet qui s'appelle « L'emballage à l'aube de sa révolution ». Et à cette époque, on me disait, écoute Fabrice, peut-être tu vas un peu loin, peut-être es-tu sûr de ce que tu racontes? Et je disais déjà en 2018 que les interdictions pour certains types d'emballage allaient apparaître, que les consommateurs étaient vraiment en attente d'emballage 100% recyclable, de moins de suremballage. Et patatrac, en 2019 sont sortis un certain nombre de lois. Ça a commencé par la single-use plastique en Europe, la loi AGEC qui a fait couler beaucoup d'encre et la révolution, vous allez le voir, est bien enclenchée. D'ailleurs, le livre a été préfacé par l'instigatrice un petit peu de cette révolution, celle qui a un peu poussé les choses, Brune Poirson. Alors, je parle vraiment de révolution et je vais vous parler de révolution avec plusieurs R. Donc, on a dit révolution de la réglementation puisque plusieurs lois sont arrivées et d'autres sont en cours, comme par exemple le ramassage des nettoyages des plastiques sur les plages. La réduction, toujours depuis 1994, c'est pas nouveau. La loi vous oblige, metteur sur le marché, de faire la réduction à la source, la 94 CE. Elle va être aussi amendée et la réduction est toujours de mise. Mais apparaît un nouveau R qui est le refus. Et vous verrez dans les tendances, le refus, c'est de se dire, finalement, ce qu'on faisait avant, on va pas le faire, on va arrêter de le faire. On peut refuser certaines pratiques, vous allez le voir, qui étaient des pratiques jugées peut-être un petit peu trop irrespectueuses de l'environnement. Révolution des ressources, on en parlera, vous aurez toute une séance sur des nouveaux matériaux. Révolution du recyclage, il n'y aura pas
de révolution de l'emballage sans une révolution du recyclage, et vous verrez qu'elle est en route et qu'elle promet un bel avenir. Et puis, si on recycle, c'est bien pour réintégrer de la matière recyclée à l'intérieur des emballages. Donc, vous aurez aussi une révolution dans la réintégration avec des nouveaux objectifs. Je parlerai aussi de retour à la terre, puisque on parle beaucoup de compostage et nous parlerons de cette révolution d'un retour à la terre. Et puis, là, sans doute, la prochaine phase de la révolution, c'est le réemploi des emballages. Tout ça revient vers une réinvention totale de l'emballage et vous allez le voir. Donc, j'ai fait ma présentation autour de plusieurs tendances sur les papiers et cartons, sur les plastiques, sur des nouvelles alternatives et puis sur des perspectives sur des matériaux qui existent depuis très longtemps et qui entrent aussi dans la révolution, le verre et les métaux. Vous verrez que ce que je vais vous présenter pour certaines solutions sont déjà sur le marché, d'autres sont vraiment en phase d'industrialisation et d'autres beaucoup plus rupturistes sont encore à l'état de prototype mais vont bientôt arriver sur le marché. Les papiers cartons. Les papiers cartons, d'abord, vous l'avez pas, ça vous a pas échappé. Les papiers cartons reviennent en force. On en voit arriver depuis quelques mois dans tous les linéaires et sur tout type de produits. D'abord, le papier carton, on le voit aussi arriver dans du 100% recyclable, 100% cellulose, puisque certains emballages en papier carton comportaient par exemple des fenêtres en plastique, et ces fenêtres devenaient et sont des perturbateurs au recyclage puisqu'elles restent dans les pulpeurs et elles ne sont pas recyclées. La meilleure façon de ne pas avoir de fenêtres, c'est bien évidemment de ne pas en mettre. Et Barilla donne un bel exemple en Angleterre, et je pense que ça va arriver en France sous peu, en enlevant finalement sa fenêtre, en expliquant pourquoi, et en mettant une belle photo de ses pattes, c'est peut-être suffisant. Mais vous avez aussi d'autres solutions de fenêtres qui sont des fenêtres, on va dire translucides, qui laissent voir, qui laissent apparaître le contenu de l'emballage sans le montrer de façon avec une transparence absolue, mais ces fenêtres ont le mérite d'être 100% recyclables avec le papier carton, car elles sont 100% en cellulose. C'est intéressant de voir, même si c'est pas un produit agroalimentaire, que l'interdiction des plastiques sur les cotons-tiges, des tiges plastiques, finalement est accompagnée par un de ces producteurs, il s'agit là d'une marque distributeur, par une fenêtre aussi qui n'est pas en plastique. C'est cohérent et il faut toujours essayer d'être cohérent dans ses messages et dans ses emballages. Autre substitution, et ça peut plus vous toucher, vous, dans l'agroalimentaire, c'est que certains de vos emballages, par exemple, peuvent avoir des becs verseurs en métal, en plastique, et ces becs verseurs, si vous voulez, peuvent aujourd'hui se faire 100% en papier carton, comme pour Lotus, par exemple, des mouchoirs. Le dévideur était en plastique et il est aujourd'hui en papier carton. Et on est sur du 100% papier carton. Autre phénomène de substitution que vous voyez apparaître sur certains marchés alimentaires, c'est l'autre tendance, c'est la substitution. C'est vrai qu'il aura fallu attendre presque 2020, donc le 21e siècle bien entamé, pour revoir le papier toilette emballé dans du papier, puisque initialement il était emballé dans du papier. Mais vous voyez aussi des boîtes pour le thé ou d'autres types de boîtes 100% carton pour des produits secs, évidemment. Et le carton est en train de remplacer des solutions plastiques, voire des solutions d'autres matériaux. La substitution, elle est très très forte sur les films de regroupement, sur le regroupement où Coca-Cola, Bonduelle dans votre région, Bonduelle a sorti, c'est il y a quelques jours, hein, c'est tout à fait récent, des nouveaux conditionnements, remplace son plastique par des wraps
en carton, 100% recyclable. Vous avez aussi tout ce qui se passe sur les canettes ou les regroupements de bouteilles par le haut avec des anneaux. Nous sommes dans du carton et dans du carton, bien évidemment, 100% recyclable et qui, comme il n'est pas contact alimentaire, peut intégrer de la matière recyclée à des pourcentages variés et pouvant aller même jusqu'à 100% dans certains cas. Vous qui êtes producteur d'agroalimentaire, vous savez que les papiers et cartons sont hydrophobes et ils ne sont pas étanches. Donc, pour les rendre étanches et barrières, on est obligé d'y mettre une couche de plastique. Donc, vous avez aussi tous ces emballages qui commencent à apparaître, qui sont des emballages avec des inductions ou des pelliculages de plastique à l'intérieur et parfois à l'extérieur. Là, je rappelle, si vous voulez, qu'en France actuellement, pour intégrer la filière de recyclage des papiers et cartons, il faut avoir un taux minimal de papier et carton de 50%. En Belgique, chez nos voisins, je sais qu'il y a des voisins qui nous écoutent, c'est 85%. En Allemagne, 95%. Donc, sachez que ce taux, il y a des discussions à l'heure actuelle. En France, ce taux va vraisemblablement monter et monter très sensiblement. On peut s'attendre à des alignements assez importants. Le souple recyclable maintenant, vous avez vu tous et vous le verrez dans les tendances sur le plastique. Le souple était jusqu'à présent composé essentiellement de plastique et de plastique qui n'était pas recyclable et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Pour rendre le souple recyclable, certaines marques ont opté pour des sachets en papier carton, principalement en papier de manière significative et nous avons là sur ce que je vous montre sur Nesquik des taux de papier de 97% avec une induction intérieure de 3% ou Frosta aussi sur du surgelé. Vous pouvez aussi avoir des fenêtres, avoir de la transparence, mais dans ces cas-là, il faut que la fenêtre soit petite parce que plus votre fenêtre plastique sera grande, plus votre taux de papier sera moindre. Et puis, vous avez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ces effets, ces nouveaux produits, ces nouveaux systèmes avec des calques, enfin de papier qui ressemble à un papier calque, qui est translucide, et c'est ce qu'est en train de développer les Florettes avec Carrefour. Et dans votre région, je sais que certains producteurs, puisque je les aide, sont extrêmement impactés par l'interdiction des emballages plastiques de moins d'1,5 kg pour les fruits et légumes. Et vous avez énormément de barquettes qui sont en train de sortir sur le marché. Donc, celle de Saveol que vous avez vue, qui est 100% carton, qui est celle qui est en haut à gauche. Mais vous avez aussi d'autres solutions, des solutions qui vous permettent aussi d'operculer, et pas forcément d'operculer, bien sûr, avec du plastique, et des fois d'operculer avec ou de faire des fenêtres avec du plastique fait à partir de cellulose. J'attire votre attention là-dessus, si vous voulez, c'est que le plastique fait à partir de cellulose n'est pas recyclable. Certes, il est compostable industriellement dans certaines de ses formulations, il n'est pas recyclable. Ce n'est pas une raison, comme on le voit apparaître sur certains emballages, sous prétexte de mettre une fenêtre qui représente, allez, on va dire, 2, 3, 5% maximum de votre emballage en papier carton, d'aller dire que cet emballage en papier carton est compostable. Les papiers cartons doivent être recyclés car ils sont recyclables, même si ils ont une petite fenêtre. Attention de ne pas venir encombrer les composteurs industriels ou même home compost d'emballage en carton. Vous avez aussi, dans toute cette tendance, si vous voulez, de diminution du plastique, tout ce qui est en train de se passer sur les barquettes. Et là, vous allez voir que le dossier, il est solide, il est gros, puisque déjà dans le jambon, plusieurs solutions
existent où on a des réductions donc de plastique de 70 de 50 à 70% en venant mettre la base de la barquette en carton et en ne gardant uniquement l'opercule, mais vous avez aussi des solutions pour de la viande, pour du fromage, avec des systèmes à vide que vous pouvez trouver qui permettent aussi de venir sceller un produit alimentaire à vide avec du plastique sur une barquette carton, le plastique étant extrêmement léger et le carton étant in fine recyclable. Ce qui est très important, c'est de voir tout ce qui se passe sur les barquettes pour plats cuisinés et d'ailleurs pour même restauration collective, tout ce qui est en train de se passer sur la barquette. Donc, vous avez deux grandes technologies. Vous avez la technologie du papier, ce que vous avez donc à gauche qui est du papier formé, un petit peu comme un thermoformage, avec ou sans induction à l'intérieur. L'induction juste est nécessaire pour contenir pour protéger ce que l'emballage contient. Et puis, vous avez tout ce qui est en train de se passer avec la bagasse à droite et la cellulose moulée. Et là, beaucoup de solutions sont en train d'apparaître et toujours avec la même chose, c'est-à-dire du plastique ou pas de plastique à l'intérieur. Vous avez aussi donc dans cette tendance des bols, des bols ou des saladiers qui sont en train d'apparaître. Vous en verrez apparaître très prochainement dans des grandes enseignes de fast-food. Ces saladiers, si vous voulez, qui vous permettent d'aller vers des solutions finalement qui conservent 1 ou 2 heures les produits et c'est largement suffisant quand on sait que de toute façon les enseignes de fast-food vont enlever au bout d'1 heure les produits qu'ils n'ont pas vendus. Autre tendance, 6e tendance, c'est le principe de la brique déclinée. Donc la brique alimentaire, vous connaissez tous, c'est le grand leader Tetra Pak, c'est 75% de carton, 22% de polyéthylène et une feuille d'aluminium pour faire la barrière. Et on voit apparaître dans le vin, on voit apparaître dans même des canettes maintenant, des canettes qui sont sur la même type de technologie, même des tubes, qui sont cette technologie finalement de la brique. Attention, là aussi, nous sommes à 75% de papier et carton. Tout ça devra augmenter dans les années à venir pour se mettre en phase avec les réglementations, sachant qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que demain, le taux de recyclage sera évalué sur la quantité de matière qu'on peut recycler. Donc aujourd'hui, on sait que dans ce type d'emballage, seuls les papiers, la partie papier est bien revalorisée et bien recyclée. La partie, même si elle est recyclée dans une petite filière de ce qu'on appelle le polyal, pour l'instant, on n'y est pas encore sur la partie plastique et la partie aluminium de ces éléments. Alors, autre grande innovation de cette révolution, c'est d'avoir compris que finalement, on pouvait, dans un emballage, dissocier la fonction protection du contenu avec très peu de plastique de la fonction, je dirais, physique de l'emballage, la tenue pour pouvoir monter sur des palettes ou pour pouvoir tenir à la main. Et on voit apparaître de plus en plus ces emballages, je dirais, hybrides, sur lesquels le plastique est séparable, il est extrêmement léger, à l'intérieur d'un corps en carton, et là, il n'y a plus de problème je dirais, de recyclage des papiers et cartons, puisqu'il y a une séparation qui peut se faire soit par le consommateur, soit, et c'est préférable, à l'intérieur des camions poubelles par écrasement. Et vous allez voir que là, il y a des barquettes, mais pas que. Il y a tout ce qu'on appelle les paper bottles. Et là, beaucoup de choses sont en train d'apparaître dans le monde. Ça existe déjà dans les linéaires, des nouvelles formes de canettes.
des nouvelles formes de bouteilles, aussi bien pour la lessive que pour du vin. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez que le plastique, il est absolument vierge, il est monomatériau, donc c'est une ressource facile à recycler, dans laquelle il n'y a pas d'encre, dans laquelle il n'y a pas, justement, il n'y aura pas de résidus au recyclage, on aura une qualité de plastique bonne et puis une fibre de cellulose derrière qui ira au recyclage, qui bien entendu ne sera pas contact alimentaire, mais ira dans le recyclage. Ces bouteilles, vous allez les voir apparaître, vous les avez vues beaucoup dans la presse, c'est une autre technique aussi, c'est la même philosophie finalement d'emballage, c'est que l'on va séparer la partie plastique de la partie papier carton. Ici, c'est de la cellulose qui est moulée, extrudée, de la même manière finalement qu'une bouteille en PEHD, et à l'intérieur de laquelle on va venir souffler une préforme extrêmement légère de quelques grammes et qui permet d'avoir une réduction drastique de PET, de plastique, et à l'écrasement de pouvoir séparer les deux éléments. J'attire votre attention aussi là-dessus, c'est tout nouveau, il va falloir bien évaluer la manière de recycler ça. C'est en cours, mais si ça se développe, et comme ça se développe avec des grandes marques, je pense que nous allons arriver vers les solutions. Vous voyez bien ces nouvelles solutions papier-carton. Et puis, il y a finalement ce que vous avez vu, c'est pas loin, en fait, c'est des mini bag-in-box. Et le bag-in-box est en train finalement de revenir en force sur des liquides. Il n'est pas uniquement, j'irais, réservé aux vins de premier, je dirais, au vin un petit peu de premier prix. Hein. C'était un petit peu le bag-in-box, c'était un peu le vin cheap. Non, le bag-in-box peut apparaître aussi pour plein d'autres produits. C'est intéressant d'ailleurs pour la vente sur Internet. C'est intéressant pour le drive. Pour la petite histoire, cet emballage-là m'a été envoyé tel qu'il est. Je l'ai, alors bon, même si c'est politiquement incorrect aujourd'hui, je l'ai acheté sur Amazon et je l'ai reçu comme ça, intact, parfait, parfaitement. Et puis, vous avez tout ce qui est en train de se passer sur les cales en carton, puisque les cales en plastique, finalement, c'est de mettre souvent du plastique dans des emballages en carton et avec du carton découpé, avec de la cellulose moulée, même avec vraiment une qualité de cellulose qui ressemble quasiment à du plastique. On peut faire des cales en carton qui permettent finalement d'avoir des emballages 100% en carton, 100% recyclables. Les perspectives de tout ça, c'est d'abord la forme. Et donc, j'ai reçu de start-up, j'ai reçu de même grandes entreprises des emballages extrêmement bluffants de qualité qui montrent que finalement, avec du papier carton, on peut faire des formes quasiment aussi complexes, même presque de meilleure qualité de dessin, c'est-à-dire de finesse que du plastique. Et elles peuvent avoir des inductions ou non. Et donc, la prochaine étape, si vous voulez, pour rendre des papiers carton étanches, ce sera la chromatogénie. La chromatogénie, je ne vais pas m'étaler dessus parce que je crois qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est un procédé qui va permettre de venir rendre les papiers carton étanches. Voilà pour la première partie. J'ai vu une avalanche de questions qui arrivaient, donc je vais y répondre. Peut-être Laurine ou me donner quelques questions que vous avez sélectionnées. De toute façon, je répondrai à l'ensemble des questions. Alors oui, on a quand même une vingtaine de questions, donc je ne sais pas si on va avoir le temps de toutes y répondre. Alors ici, on a une question sur la cellulose moulée. Alors, est-elle contact alimentaire pour des produits avec un taux de matière grasse important? Y a-t-il des migrations d'odeur? Alors, attention, il y a plusieurs celluloses moulées. Sous cellulose moulée, il va falloir voir d'un côté la cellulose moulée type boîte à œufs ou type ce que j'ai montré pour certaines cales qui n'est absolument pas contact alimentaire puisque c'est du recyclé, jusqu'à de la cellulose moulée
qui est issu de fibres vierges, exactement comme sont faites les briques alimentaires ou comme sont faits certains emballages en carton. Donc, c'est plutôt les celluloses moulées que je vous ai montré ou les papiers moulés que je vous ai montré dans la tendance barquette. Et oui, elles sont contact alimentaire. Après, si vous voulez, la barrière aujourd'hui, je vous l'ai dit, ne sera faite que à date par du plastique, soit de l'induction de plastique, soit du pelliculage de plastique, mais il y a déjà des barquettes disponibles sur le marché en cellulose moulée, contact alimentaire, et même des barquettes qui passent au micro-ondes avec des produits gras à l'intérieur. Alors ensuite, on a des questions sur les barquettes en bois. Ah, on y est pas fait. Donc, ça sera dans la troisième partie, on parlera des barquettes en bois. Et sur le bois en règle générale. La personne qui a posé la question, elle reste, on va y venir. Alors, y a-t-il un emballage non plastique qui résiste à une pasteurisation? Alors, non. À date, enfin non plastique, oui, il y a le verre, il y a le métal, l'acier et l'aluminium qui résistent à la pasteurisation. Il n'y a pas à date de matière papier qui résiste à la pasteurisation sans être pelliculé de chaque côté. Alors là, il faut un pelliculage à l'extérieur de l'emballage et à l'intérieur de l'emballage. C'est le principe même de la brique alimentaire. Donc, il n'y a pas d'emballage autrement qui peut faire ça. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de toute façon, je prendrai toutes les questions. On les reprendra à la fin si vous voulez. S'il y a vraiment des questions, n'hésitez pas aussi. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez vous inscrire sur LinkedIn et parce que là, ça va être difficile de répondre à toutes les questions, mais je vous assure que je répondrai à toutes vos questions si vous me contactez. Alors, je vais passer maintenant au plastique. Alors, le plastique, c'est en fait l'aristo, hein, ce début de révolution à qui on a dit qu'il fallait couper la tête. Hein. Je compare dans mon livre le début de la révolution à la période de la terreur. Voilà, on a dit que le plastique, c'était l'aristo, on lui coupe la tête et puis tout le monde dit qu'on a finalement les meilleures solutions. Vous allez voir que le plastique a quand même plein d'arguments à faire valoir et que le plastique est loin d'être éradiqué parce qu'il en faut. Et vous avez vu que d'ailleurs, on avait beaucoup dans les papiers et cartons. Donc, en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que l'allègement va continuer, on doit continuer à alléger la partie en plastique. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'allègement avait conduit à rendre finalement des emballages qui initialement en plastique étaient recyclables, des emballages non recyclables, puisque la plupart des emballages plastiques sont des emballages faits de matériaux complexes, c'est-à-dire une couche d'un polymère, une couche d'un autre polymère, voire un autre produit à l'intérieur, et font qu'in fine, on ne peut pas séparer ces matériaux pour le recyclage et qui ne sont pas recyclables. C'est pour ça que certains allaient vers les papiers et cartons. Sauf que aujourd'hui, vous avez des tendances qui vont vous permettre quand même de faciliter le recyclage. La première tendance, c'est vraiment le monomatériau. Le monomatériau, c'est de se dire que un emballage en plastique doit être systématiquement composé d'un seul polymère ou de deux polymères, mais s'ils sont facilement séparables lors de la phase de recyclage. Donc ici, l'Erdamer est une barquette en PET qui initialement avait un film plastique complexe, a remplacé son film plastique par un couvercle operculé en PET, 100% recyclable, qui plus est avec une encre facile à nettoyer lors de la phase de recyclage. Et là, on a une ressource 100% recyclable. De la même manière, la barquette de Nordsea est en 100% PEHD, polyéthylène haute densité, avec une étiquette en polyéthylène injectée dans le moule, mise dans le moule. Et là, pareil, vous avez un ensemble 100% recyclable. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'a fait Evian cet été. Evian a sorti cette bouteille pour la CHR Café Hôtel Restaurant sans étiquette. Avouant au passage que finalement l'étiquette pour les bouteilles d'eau minérale était un problème. C'est vrai que l'étiquette des zones minérales ne sont pas
recyclées, elles sont enlevées. Par contre, le bouchon et le bouchon qui est attaché et qui sera attaché par la single-use plastique est tout à fait récupérable dans le cycle de recyclage du PET puisqu'ils sont séparés par flottaison. Et on a ici un emballage finalement qui maintenant est 100% recyclable. De la même manière, ces emballages qui initialement étaient un petit peu destinés aux pays en voie de développement, Alpla vient de sortir des emballages de qualité 100% PE ou 100% PP, polypropylène. Bon, effectivement, la fonction est beaucoup plus basique puisque ils ont une seule ouverture. Autre tendance, c'est le plastique plus facile à recycler. C'est vrai que le recyclage, c'est pas parce que vous allez mettre, on va demander, et ça va s'accroître avec les consignes élargies, c'est-à-dire le fait qu'on demande à tous les consommateurs de mettre l'ensemble des emballages dans les bacs jaunes ou les bacs de tri sélectif type Moloc dans certaines communes. Et donc, ça va être au centre de tri de faire le tri et de séparer les matériaux. Eh bien, il y a un certain nombre de plastiques que les centres de tri avec leurs capteurs optiques ne repèrent pas. Par exemple, quand ils sont sur le PET trop coloré, avec du noir de carbone pour faire des belles couleurs. Donc, certaines solutions aujourd'hui sont en train d'apparaître pour faire des couleurs sans noir de carbone et des plastiques qui vont pouvoir être captés, récupérés. De la même manière, le manchon thermo rétracté type sleeve est une bonne solution puisque ça permet d'avoir d'avoir des beaux emballages colorés pour les consommateurs, c'est-à-dire pour les rayons, mais ces manchons, pareil dans le process de recyclage, s'enlèvent facilement, sont séparables et permettent in fine d'avoir une belle bouteille bien claire, en PET clair, qui est une magnifique ressource pour les recycleurs. Autre tendance, et on en parlera aussi tout à l'heure dans les interventions, c'est la poche souple monopolymère. Il y a deux types de poches souples monopolymères qui sont en train d'apparaître. La poche souple mono-PE qui aujourd'hui ne poserait pas de problème sur le recyclage, est acceptée dans le recyclage et en Allemagne, bon, ça représente à peu près 5%. En France, nous sommes en train de monter en puissance. On en parlera tout à l'heure. Donc, c'est que du polyéthylène et on est monomatériaux. Et puis, il y a la poche PP, monopolypropylène, qui vient aussi de sortir. Là, j'attire l'attention. Elle est déclarée recyclable par le COTREP, mais la filière est en train de se mettre en place. In fine, on voudrait que ces deux types de poches soient bien évidemment recyclables et surtout recyclés, car il y a de plus en plus d'ambiguïté en train de se faire entre des gens qui se déclarent recyclables, mais recyclables dans des laboratoires, mais dans les faits, ça ne l'est pas. Donc, et on peut aussi avoir du BOPP bientôt qui pourrait être recyclé, mais ça va demander aussi une révolution des centres de tri et des recycleurs, car pour l'instant, on l'annonce, mais on n'y est pas encore. Pourquoi on recycle? Ben, on recycle pour réintégrer de la matière recyclée dans les emballages en plastique. Donc, dans les films, par exemple, de regroupement, vous avez, on est passé de 20, 30, on est maintenant à 50% de possibilités d'intégration de matière recyclée post-consommation. Wattwiller est passé à 100%. J'attire votre attention que le 100%, il est fait à 50% de post-consommation et à 50% de déchets industriels, c'est-à-dire des déchets des usines, qui sont de meilleure qualité, car il faut reconnaître que le film recyclé perd en qualité et en tenue, et c'est pour ça qu'on lui rajoute du recyclé industriel qui est de meilleure qualité. L'intégration de matières recyclées aussi sur le polyéthylène haute densité, donc se fait beaucoup dans les produits de type détergent et même produits cosmétiques, pour une seule raison, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, comme sur les papiers et cartons, réintégrer du polyéthylène haute densité ou du
du polypropylène en contact alimentaire, puisque ce sont deux matériaux trop spongieux et qui, comme au même titre que les cartons qui contiennent des MOH, j'ai vu qu'on en parlait tout à l'heure, seraient contaminants. La seule possibilité aujourd'hui en contact alimentaire, elle se fait par le PET, et donc vous l'avez sur l'eau. Vous l'avez aussi Bonduelle dans votre région qui vient de sortir sa gamme bio avec des barquettes 100% recyclées. Et bien évidemment, vous l'avez aussi sur les produits détergents. Donc l'intégration de recyclé en plastique aujourd'hui et contact alimentaire ne se fait que sur le PET. Comme ça, je réponds à une question qui était déjà posée. Alors, ce qui est intéressant dans cette réintégration de matières recyclées, c'est qu'on est en train de voir apparaître un nouveau look d'emballage. Alors déjà, le look recyclé, une étude Citeo en a parlé, c'est un peu le papier de craft et la couleur verte, plébiscité par les consommateurs en termes de couleur synonyme de protection de l'environnement. Mais on voit aussi apparaître de plus en plus des emballages de couleur soit grise, vous avez vu la bouteille Intermarché, le gris et le New Green. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on recycle en règle générale et qu'on recycle en mélange les couleurs d'emballage, on obtient du gris. Pour obtenir du blanc, c'est compliqué et c'est beaucoup plus de travail et beaucoup plus d'impact dans le process de recyclage, parce qu'il ne faut pas oublier que le recyclage est un process. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui s'amuse. Voilà, le process de recyclage a un impact, et vous voyez aussi avec les bouteilles colorées, on fait des barquettes qui ont des couleurs. Donc peut-être qu'on va voir apparaître ces emballages un petit peu comme on a vu les fruits moches, mais c'est pas moche du tout. Mais ce que je veux dire, c'est une nouvelle vision de l'emballage. Autre tendance sur les plastiques marins. Alors ça a été longtemps pour de la communication, on récupérait un petit peu de plastique sur la plage et on le recyclait. Aux États-Unis, la gamme Windex est aujourd'hui 100% en plastique de nettoyage des plages. Donc, des équipes nettoient les plages et s'en servent pour faire du plastique pour les emballages. Autre tendance, c'est le plastique végétal. On en a beaucoup parlé, on en parlera tout à l'heure. Alors, attention. Le plastique végétal, ça ne veut pas dire que le plastique est forcément dégradable et compostable industriellement. Donc, vous avez des polypropylènes, des polyéthylènes, même du polystyrène expansé, faits à partir de ressources végétales, et ils sont recyclables dans le même flux que les plastiques d'origine fossile. Mais vous avez d'autres plastiques végétaux, ou je sais pas, du plastique végétal qui, lui, n'est pas recyclable, comme tous les plastiques à base d'amidon de maïs, c'est-à-dire les PLA. Ce sont des plastiques qui ne peuvent pas, il n'y en a pas suffisamment pour intégrer des filières de recyclage, et par contre, ils sont pour certains compostables. Voilà. Donc, et aussi j'attire votre attention, le fait d'utiliser du plastique d'origine végétale ne signifie pas, comme certaines marques commencent à le dire, que vous êtes zéro plastique. Le plastique d'origine végétale est du plastique, car je vous rappelle qu'initialement, avant de faire du plastique dans les années 30-40, avant de faire du plastique avec des ressources fossiles, on faisait du plastique avec des ressources végétales. D'ailleurs, l'acétate de cellulose qui était mise en avant lors du premier salon de l'emballage dans les années 40, fin des années 40, était bien un agromatériau, un plastique fait à partir de cellulose de bois. Peut-être que la vraie porte de sortie pour le plastique va être dans la réutilisation. Je disais tout à l'heure, et je le redis et je le réaffirmerai, le réemploi sera la deuxième phase de la révolution. Et le plastique, finalement, est peut-être aussi une bonne solution pour le réemploi. Peut-être s'est-il jeté un peu trop vite, tête baissée dans l'usage unique. Moi, les tupperwares de ma maman, elle les utilise encore. Et vous avez de plus en plus de solutions en plastique qui sont en train d'apparaître pour le réemploi. Il va falloir réellement se pencher là-dessus. Les perspectives pour le plastique, on l'a vu, et
le plastique ne s'en sortira que par rapport à une révolution du recyclage, puisque c'est compliqué de recycler du plastique, c'est compliqué de recycler certains plastiques, et notamment avec les consignes de tri élargies. Le recyclage chimique ou le recyclage enzymatique, on voit déjà apparaître des choses, pourrait permettre de revenir avec n'importe quel plastique finalement au naphte, c'est-à-dire à la matière première qui sert à faire le polymère, et ça pourrait peut-être permettre de résoudre ce problème de recyclage des plastiques. Voilà pour les plastiques. Peut-être quelques questions, Laurine? Si je suis toujours dans les temps, apparemment oui. Oui. Alors, je vais faire un tri pour les questions qui ont le plus de votes. Alors, au global, est-ce que l'intégration de matières recyclées est vraiment pertinente au vu des coûts liés à la collecte, aux procédés de recyclage, etc. De toute façon, c'est pas qu'elle est pertinente. Après, c'est même plus le sujet, j'ai envie de dire, dans la mesure où la Commission européenne et la loi AGEC a fixé des objectifs en 2035 2035 et 2030 de réintégration de matières recyclées. Et dans la mesure aussi où l'Europe interdit les emballages non recyclables en 2030. Alors, je crois que c'est plus le débat. Notre société a choisi le recyclage. Alors, en plus, vous parlez à quelqu'un qui a à la fois fait de l'éco-conception depuis 30 ans, mais est aussi élu local dans son village et représentant et membre du bureau du CITOM des ordures ménagères. Donc moi, je peux vous dire que l'emballage, je le vois du berceau, l'usine dans les magasins, jusqu'à la tombe, et même je m'occupe du mort, puisque je travaille avec un CITOM. Donc oui, le recyclage, de toute façon, c'est une obligation. Sachez que dans l'emballage à l'aube de sa révolution, il est clairement démontré que les ressources naturelles avec lesquelles nous faisons de l'emballage aujourd'hui ne seront plus disponibles à la fin du XXIe siècle. Donc, il va bien falloir faire quelque chose. Soit recycler ces ressources pour les faire tourner en boucle dans une forme d'économie circulaire, soit aller massivement vers des matériaux nouveaux qui existeraient, mais vous allez voir, finalement, ils embarquent aussi ce type de ressources, soit d'aller bien évidemment vers les agromatériaux raisonnablement qui pousseraient et qui ne seraient pas en compétition avec l'alimentation humaine. Donc, le recyclage, on n'a pas le choix. C'est vraiment pas un choix et c'est vraiment pas une question. Le coût du recyclage diminuera quand les metteurs sur le marché, et je vous l'ai dit tout à l'heure, feront des emballages faciles à recycler. Plus ça sera facile à recycler, moins ça coûtera cher. Et plus d'ailleurs, la qualité de la matière recyclée sera bonne. Donc, mettez des emballages faciles à recycler, c'est ce que j'appelle faites de la recyclo-conception, c'est-à-dire des emballages faciles à recycler, et les coûts baisseront et on n'aura plus de problème, on ne se posera même pas la question. Alors, il y a une autre question aussi concernant le consommateur. Ok, mais en tant que consommateur, comment je peux savoir que les emballages sont monomatériaux et en plus avec des encres non toxiques? Alors, c'est une bonne question. Dans les comment ça s'appelle, les textes les nouveaux textes de la loi AGEC, et ce qui est aussi en train de se discuter et qui sera de toute façon aussi dans la deuxième phase de cette révolution, c'est vraiment cette information juste. Aujourd'hui, je vous ai dit, nous sommes dans l'époque de la terreur. Je vois des communications dans tous les sens et du grand n'importe quoi, plus que du greenwashing, parce que avant il y avait le greenwashing, maintenant on fait le greenwashing du futur. C'est-à-dire qu'on dit des choses, de trucs qui vont peut-être apparaître en 2020, 2021, en le présentant comme quelque chose qui est aujourd'hui. Oui, la communication va être encadrée, la communication doit être encadrée pour savoir exactement ce qui est bon. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas à l'abri de voir apparaître sur les emballages, puisque ce sont des projets à l'étude, comme des pack scores, mais des recycle scores, où on pourrait presque voir apparaître à terme des warnings comme sur les paquets de cigarettes qui te diraient « je suis recyclable,
je ne suis pas recyclable et je suis pas bon pour l'environnement. Donc, tout ça, ça va de toute façon finir par apparaître parce qu'il y a beaucoup trop d'abus. Et la personne qui a posé cette question, elle a raison. C'est qu'il va falloir faire vraiment le tri entre ce qui est réellement bon et ce qui ne l'est pas vraiment, et le dire de façon transparente et claire. Tu as encore un petit peu de temps pour une dernière question? Oui, j'ai tout mon temps, mais après, alors, pas manger dernière le temps. question. Dernière question. Peut-on avoir une définition du recyclage? Car il me semble que ce n'est pas une boucle fermée. Alors, dans le livre, donc il y a la définition du recyclage, et dans le livre, l'emballage, la révolution de l'emballage, je parle aussi de la révolution du recyclage. Aujourd'hui, vous avez une forme de recyclage, effectivement, qui est un petit peu essayer de penser qu'on veut obligatoirement revenir à la matière originelle, c'est-à-dire avec, et d'ailleurs de dire que une bouteille égale une bouteille, ce qui est complètement pas vrai, parce que de toute façon, dans le recyclage, on en perd un peu. Je pense que ce recyclage est très important, mais quand Lavoisier nous dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, que reprennent d'ailleurs beaucoup de recyclables, il ne dit pas que ça se retransforme dans la matière originale. C'est-à-dire, il y a aussi une autre forme de recyclage qui peut être faite, et ça me fait une bonne transition pour ce que je vais vous présenter maintenant, c'est que le recyclage n'est pas forcément de revenir à la matière initiale. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et donc, je remercie la personne qui a posé la question et toi de l'avoir posée. C'est sur les nouvelles alternatives. Donc, les nouvelles alternatives vont répondre à beaucoup de vos questions. Donc, je voudrais essayer de passer ma présentation. Comment se fait-il que j'arrive pas à revenir sur la présentation? Voilà. Voilà la présentation. Donc, les nouvelles alternatives, donc c'est justement des nouveaux matériaux qui sont en train d'apparaître. Et d'ailleurs, je commence par le bois. Vous allez me dire, ah, c'est pas un nouveau matériau, mais qui justement ne sont pas recyclables et pourraient être finalement les bons matériaux de demain. Vous avez effectivement le bois. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure sur le bois. Donc, vous avez vu la barquette de Fleury-Michon, donc qui est une barquette finalement en bois avec un film plastique, ou les barquettes de la Maison Blanchet, qui sont un peu le même principe que celles en carton que je vous ai montré tout à l'heure, où on peut séparer la partie plastique de la partie bois. Le bois vient d'être déclaré recyclable, mais jusqu'à présent, le bois n'était pas dans les filières de recyclage. Mais il y a d'autres manières d'utiliser le bois, et c'est là que c'est intéressant de voir d'autres types de recyclage. En fait, c'est tous ces nouveaux matériaux qui sont en train d'être faits à partir de coproduits. Qu'est-ce qu'un coproduit? En fait, c'est un déchet de l'industrie ou un déchet de l'agriculture que l'on vient mettre en composite avec du polyéthylène ou du polypropylène d'origine végétale ou pas d'ailleurs, mais qui c'est plutôt cohérent de mettre d'origine végétale, et qui va venir en fait vous permettre de baisser énormément la quantité de polyéthylène ou de polypropylène, et d'utiliser finalement un déchet sain, de qualité, et qui va vous permettre de mettre moins de plastique. Donc, vous voyez que c'est une autre manière de recycler. On recycle des déchets que jusqu'à présent, on n'en faisait pas grand-chose. Donc, vous l'avez effectivement, vous pouvez le faire avec des déchets de céréales. Même les deux bouteilles que je vous montre sont faites à partir des noyaux d'olive récupérés, donc de coproduits de noyaux d'olive récupérés dans les dénoyauteuses. Si vous faites des olives dénoyautées, vous avez des noyaux. Le noyau, il est plutôt contact alimentaire puisqu'on se le met dans la bouche, donc a priori il est plutôt sain, mais il va falloir aussi avoir des agrégations, être agréé contact alimentaire. Vous avez aussi le chanvre qui est en train d'apparaître. Si la bouteille que vous voyez est une bouteille où comment s'appelle, un tissage et le polypropylène à l'intérieur, ou le polyéthylène, et vous permet d'avoir une bouteille avec une superbe forme et qui est extrêmement fine
en utilisation. Vous pouvez aussi avoir, comme là ici, c'est fait à partir de d'épluchures de pommes de terre. C'est en fait comme une cellulose moulée, mais faite à partir de d'épluchures de patates. Je sais que votre région, on produit beaucoup d'épluchures de patates. Donc, on peut faire des emballages à partir de ça. L'algue aussi, hein, vous êtes une région côtière, donc l'algue, les algues permettent soit par polymérisation, soit aussi par déchets agricoles de pouvoir être intégrées dans le plastique et même les coquillages. Les pièces que je montre à droite, c'est de l'huître ou de la coquille Saint-Jacques. Les déchets d'huître et coquille Saint-Jacques peuvent être réintégrés. Ça fait un plastique d'une qualité finalement exceptionnelle, hein, d'une qualité, d'une rare dureté. Vous allez voir qu'on peut l'utiliser sur bien des choses. Vous avez aussi les minéraux. Les minéraux, c'est quoi? C'est de la craie. D'ailleurs, la craie qu'on a sur des fois les papiers et cartons, hein, du kaolin, qui peut être mis en mélange avec du polyéthylène et ça fait, ou du polypropylène, et ça fait un toucher, et surtout ça vous permet d'utiliser de 50 à 70% de moins de plastique. Et en fait, ce ne sont que des déchets de plâtre, hein, je dis déchets, mais c'est quand même du déchet de bonne qualité. La cinquième tendance aussi, c'est le remplacement du PET. Donc le PEF, hein, là on est aussi dans les phases de recherche, le PEF qui serait finalement aurait les mêmes qualités, même on les annonce meilleures que le PET, et serait 100% d'origine végétale recyclable. Puis vous avez aussi ce que vous avez vu avec le lactips, avec la protéine de lait, c'est-à-dire finalement c'est de faire les propriétés du plastique sans plastique, mais la caséine d'œuf aussi et la protéine de lait étaient utilisées avant au 19e siècle pour faire les premiers plastiques. Donc c'est quelque chose d'aujourd'hui nouveau, mais finalement c'est pour ça que je dis une sorte de retour aux sources. Enfin, j'ai toujours dit que les emballages ne poussaient pas dans les arbres, sauf que les emballages poussent. Alors évidemment, c'est encore plus qu'aux phases d'expérimentation, ça fonctionne, c'est le mycélium, c'est avec des déchets agricoles et du mycélium, de mettre ça sur un moule. Évidemment, ça met une quinzaine de jours avant de pousser et de stopper le processus, mais vous voyez que avec des procédés agricoles, on peut faire des cadres et on peut faire des emballages, et il y a des gens vraiment, il y a une révolution, des choses qui sont vraiment en train d'apparaître. Ça pourrait paraître farfelu pour certains, mais non, c'est pas du tout farfelu, c'est des nouvelles choses sur lesquelles il convient vraiment de se pencher. Alors, les perspectives pour ces nouveaux matériaux, c'est ce que je disais, c'est le recyclage avec vraisemblablement une nouvelle forme de recyclage, parce que au même titre qu'on peut considérer que des coproduits, c'est-à-dire des déchets de l'industrie peuvent être réutilisés dans la composition de certains matériaux, on pourrait aussi considérer que certains emballages pourraient être des déchets de notre consommation et être réintégrés dans la fabrication de certains matériaux sans avoir à retourner à la phase départ. C'est pour ça que je dis que la question était très bonne, qu'on peut envisager aussi demain une autre manière de recycler. D'ailleurs, moi, je fais beaucoup de meubles avec de la récupération de tout ça. Et puis le réemploi, puisque ces plastiques sont d'une qualité exceptionnelle, sont extrêmement solides et sont assez qualitatifs et pourraient être des belles opportunités pour les emballages réemployables. Je vais passer à la fin maintenant et les verres et les métaux, puisque je n'en ai pas parlé. Les verres et les métaux, on va dire, qui sont déjà en route vers la seconde période. La seconde période, c'est le réemploi, puisqu'elle est vraiment, on a des objectifs de réemploi déjà pour 2035 et 2037. Hein. On demande 5% d'emballage en 2035 et 10% en 2037, alors qu'on est quasiment à zéro.
Donc, le verre, le verre fonctionne parce qu'on sait que le verre dans les circuits RHF fonctionnait. Évidemment, le réemploi, vous comprendrez que c'est pas qu'une question d'emballage, c'est une question de circuit d'approvisionnement, de circuit retour de l'emballage, de nettoyage et de relivraison. Mais le réemploi, le verre est une bonne évidence. L'acier aussi. L'acier est en train de revenir en force aussi, en train de revenir. On est en train de se rendre compte qu'on peut faire finalement, qu'il faut arrêter de faire des emballages complètement basiques. Et l'acier est 100% recyclable à l'infini. Et c'est quand même un matériau qui a aujourd'hui un taux de recyclage de 100%, puisque finalement, qu'il soit jeté au bon endroit, au même endroit, il est capté dans les centres de tri, cet acier. Donc, on voit qu'on peut faire des formes. On faisait des jouets au début du 19e siècle et même au début jusqu'à la fin du 20e siècle avec de l'acier. L'acier est un super matériau qui pourrait avancer. C'est aussi un bon matériau pour le réemploi. Et enfin, l'aluminium. L'aluminium qui, jusqu'à présent, n'était pas réutilisé. Et l'aluminium pourrait devenir à terme aussi pouvoir tourner à 100% en PCR, tourner en boucle, et c'est ce qu'essaie de faire l'industrie de l'aluminium avec du contact alimentaire. Voilà pour les tendances que je voulais vous montrer. Vous voyez bien, et c'est une évidence que la révolution de l'emballage, elle est bien en cours. Elle est bien là. Il y a plein de choses. Il faut faire le tri. Pour vous permettre de faire le tri et pour vous permettre de bien comprendre, effectivement, ce livre il est arrivé vendredi. Vous pouvez vous le procurer sur mon site internet ou sur la shop. Il explique vraiment, il y a plus de 300 photos, plus de 150 innovations présentées et tout bien expliqué. Donc, je pense que il répondra, le livre, à beaucoup de vos questions, mais je vais y répondre aussi. Voilà. Donc, je vais répondre à une question. Voilà, si tu as des questions, et sinon, moi, je vais regarder aussi le fil. Alors, il y avait notamment, pensez-vous qu'ajouter des fibres naturelles est-il vraiment viable dans une économie circulaire? Car j'ai l'impression que cela compliquerait le recyclage par rapport à un monomatériau. Ah, mais c'est clair, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que c'est une bonne question, c'est pour ça que je dis, et je rebondissais sur la question qui était avant, si vous voulez, que ces produits qui sont quand même des produits faits à partir finalement de recyclage, de choses qu'on perdait, peut-être qu'il faut voir une autre forme de recyclage que de les faire revenir au polymère naturel. Donc, effectivement, ces produits devront être accompagnés par une nouvelle forme de recyclage parce qu'à la base, ce sont déjà des produits qui intègrent entre 50 et 70% de matière recyclée. Donc, peut-être faudra trouver des nouvelles solutions qui sont pas forcément des solutions, je disais, de retour à la matière initiale. Pour la petite histoire, avec l'aluminium et le polyéthylène, et vous pourrez aller voir sur mon site, nous pouvons faire du polyal, et le polyal, c'est ce mélange qui reste dans les pulpeurs de plastique, un petit peu de fibre qui est collé et d'aluminium. Ça fait un matériau super qui résiste à l'extérieur. Ici, à Combloux, pourtant, on devrait utiliser du bois, mais toutes les jardinières de la commune sont faites avec ça. Ça tient au gel, c'est ultra résistant et il y a peut-être d'autres manières et on a plus intérêt à récupérer, à faire d'autres produits avec, c'est-à-dire à le considérer comme un coproduit, que à revenir à la matière initiale. Autre question? Alors, savez-vous s'il est prévu de les intégrer, donc ces matériaux, dans des bases d'ACV comparatives, alors Agribalise? Oui, donc j'ai vu passer la question. Oui, ça va sans doute arriver et je pense notamment que les producteurs de ces matériaux vont les intégrer dans des ACV. C'est clair. Moi, j'attire aussi l'attention aussi de faire. Voilà, c'est que toutes les solutions que je vous ai montrées ne sont pas du tout égales et des solutions qui peuvent répondre, être recyclables, intégrer de la matière recyclée, etc. Non, pas forcément en termes de
carbone footprint, un meilleur ACV que des meilleurs résultats. Mais en règle générale, si vous voulez, sont sans doute plus, peut-être pour certains, plus intéressants autres. Et l'ACV, va falloir aussi calculer, voir les ACV sur plusieurs indicateurs pour ne pas se tromper de combat sur l'emballage. Je rappelle quand même que l'emballage, je dis souvent l'emballage, ça sert à rien, ça ne sert que à mettre des produits à l'intérieur. Et que donc les ACV des emballages nus ne servent à strictement rien. Il faut faire des ACV de couple contenant contenu et notamment de produits consommés par le consommateur, c'est-à-dire 1 kilo de carottes en vrac comparé à 1 kilo de carottes en préemballé, comparé à 1 kilo de carottes dans une barquette en carton, consommé par le consommateur. Et là, c'est là que vous allez vous rendre compte du résultat, parce que n'oubliez jamais que l'emballage dans le kilo de carottes, il représente 3 à 5% de l'empreinte environnementale du couple de ce que vous vendez au consommateur. Donc, c'est bien le kilo de carottes pour lequel il faut emballer, pour lequel il faut faire un ACV et non le sachet ou le carton, parce que ça n'a pas d'intérêt, puisque en fait, la différence rendue au kilo, des fois, elle sera de l'épaisseur du trait de crayon. Autre question? Alors, est-ce que les recycleurs avancent aussi vite que les industriels pour tous ces nouveaux matériaux? Ben non, puisque les recycleurs, ils arrivent derrière. Déjà, il ne vous a pas échappé que les recycleurs, entre guillemets, d'abord, pour répondre, il faut que la personne qui a posé cette question comprenne que le recycleur est un industriel, comme lui. Donc, que déjà, il va avancer sur une filière de recyclage qui économiquement sera viable. C'est pour ça que je vous dis, vous industriels, donnez aux recycleurs des choses qu'ils aient intérêt à recycler. Parce que je pense que tout industriel n'aime pas voir des choses qui sont pas rentables, qui vont ralentir ses usines, qui vont mettre un grain de sable dans sa belle mécanique. Après, il y a les nouvelles filières de recyclage qui se mettent en route. Pour les plastiques, on va faire simple. Aujourd'hui, on sait que seuls 50% des plastiques que nous mettons sur le marché en emballage sont recyclables. On n'en recycle que la moitié, d'où ce taux de 25% de taux de recyclage des plastiques. Au mieux, Citeo déclare qu'au mieux, 25% des plastiques autres pourraient intégrer une filière de recyclage et donc être recyclés. Donc, au mieux à date, on saura que si tout marchait bien, dans quelques années, on pourrait recycler 75%. Les 25 autres ne seront jamais recyclés, d'où leur interdiction. Donc voilà, donc devront arriver sur le marché des plastiques recyclables avec des filières ou monter des filières, et peut-être que des industriels vont aussi monter des filières rapidement de recyclage, mais ça sera dans le sens industrie de l'emballage, recyclage, et je pense pas que ça sera dans le sens recyclage pour industrie de l'emballage, ce qui serait une bonne chose d'ailleurs. Ça serait une première de mettre la recyclo-conception en premier. Ça serait une très bonne nouvelle pour la planète. Mais bon, on n'y est pas encore. Voilà, peut-être une dernière question et puis on va passer aux autres intervenants. Laurine, non? Alors, dernière question. Alors, vous avez parlé de recyclo-conception. Pouvez-vous en redire un mot? Quel conseil donnez-vous aux industriels? C'est étonné parce que c'est un terme que j'ai inventé il y a quelques années. J'ai inventé l'infoprix point vert en 2000 alors qu'elle n'était pas encore et plein de choses. Donc, l'éco-ancrage. Alors, la recyclo-conception, ce concept n'est venu le jour où, il y a quelques années, où j'ai vu les nouveaux barèmes de Citeo, où je me suis rendu compte que en fait, tu pouvais éco-concevoir un produit et faire en sorte que après, tu avais un malus parce que en fait, il n'était pas recyclable. Et donc, je me suis dit, mais il y a un truc bizarre. L'allègement, c'est de l'éco-conception. Vous avez vu que l'éco-conception a conduit à faire finalement que des emballages,
par exemple, ce qui est rigolo, c'est on a fait avec, en éco-conception, on a fait des éco-doses, enfin des doses, des poches souples pour remplir des flacons en plastique, sauf que les éco-doses, elles sont pas recyclables. Alors on vous dit, ouais, moins 70% de plastique. Oui, moins 70% de plastique, sauf que les 30 que tu as, ils sont pas recyclables. Donc au bout de un peu plus de 3 éco-doses, finalement, tu n'as rien gagné. Puisque en fait, tu as utilisé la même quantité de plastique non recyclable alors que finalement, il était recyclable. Donc, ici, Théo a commencé à comprendre ça et en fait, on a fait des barèmes incitatifs. Et puis, j'avais dit, en disant ça, ah, mais si je comprends bien, l'éco-conception est morte et on va rentrer dans la recyclo-conception. À ce moment-là, on m'avait dit, ah non, tu peux pas dire ça, parce qu'on me dit souvent, ah non, tu peux pas dire ça. Ben si, c'est la réalité. La recyclo-conception, c'est quoi? La recyclo-conception, c'est de concevoir, alors c'est tout bête, des emballages faciles à recycler. Arrêtez de vous poser la question de d'où vient la ressource, etc., etc. La première question que vous vous posez, c'est est-ce que mon emballage, il est facile à recycler? Est-ce qu'il va être capté à 100%? Est-ce qu'il va être recyclé? Si c'est le cas, qu'il soit allégé, c'est pas le premier sujet. Si c'est le cas, et pour aussi, par exemple, les papiers et cartons, c'est par exemple de faire de l'éco-ancrage. J'ai vu tout à l'heure qu'on parlait des MOH, c'est-à-dire des résidus qui restent sur les emballages. Les papiers et cartons, ben, il faut les ancrer raisonnablement. Les ancrer raisonnablement, puisque dans le recyclage des papiers et cartons, il y a du désancrage et qu'on sait que l'encre pose un problème, amène des boues, amène des contaminants. Donc, la recycle-conception, c'est de vous dire, je vais concevoir un emballage et dans toutes les phases de ce que je fais, je me pose la question si ce que je fais, ça va faciliter le recyclage ou non. Mettre deux pièces de matériaux différents, ça va pas faciliter le recyclage. Mettre des pièces, des étiquettes qui collent beaucoup trop sur les emballages, ça va pas faciliter le recyclage. Donc vous avez en fait ce que j'appelle dans mon livre des intrus, ce que j'appelle les intrus dans mon dans mon CITOM, c'est-à-dire de m'amener des emballages qui comportent des intrus et qui vont en fait faire que la qualité de ma matière recyclée ou que l'efficacité de mon process de recyclage va être impactée par ça. Et faire de la recyclo-conception, c'est essayer de penser ça en amont et de l'enlever. Voilà. Mais ça n'existe pas, hein. Il n'y a que moi qui en parle, j'en parle dans mon livre, j'en ai même parlé dans le design pour les nuls. C'est encore une idée saugrenue de ma part, je pense. Pas si saugrenue que ça. Bah, merci Fabrice. Ben, je vous remercie. Donc, je vous laisse, je crois qu'il y a une petite pause, comment on fonctionne? Ben, donc là, on a répondu aux questions. Ensuite, on avait voilà, le petit nuage de mots. Donc, on va vous envoyer un lien là dans le chat et puis voilà, essayez de nous résumer en quelques mots ce que voilà le plus gros message qui vous inspire pour la présentation de Fabrice. Donc, on vous laisse quelques secondes pour vous donner vos impressions et ce dont vous avez retenu de cette première partie, de ce premier temps fort. Alors, je vais partager mon écran. Oui. Je le redis, hein, pour que personne ne soit frustré, parce que je vois que vous êtes très nombreux et ça fait vraiment plaisir. Je vais reprendre le fil de vos questions. Et je me permettrai de répondre. Vous pouvez aussi me poser ces questions si j'ai pas répondu sur LinkedIn. Je vous assure à 100% que je répondrai à toutes vos questions et c'est tout le truc délicat du webinar. On se voit pas, on peut pas. Voilà. Oh là là, je vois du recyclage, de l'innovation, du plastique, c'est du réemploi. Ah, intéressant. Ouh là là, ça en met des mots. Ah, c'est le recyclage qui vient en premier, donc c'est très bien parce que c'est le recyclage. On voit le réemploi. Ah, la recyclo-conception arrive
en grand renfort. En tout cas, ce dont vous devez être persuadé, c'est que pour le consommateur, et ça toutes les études le montrent, un emballage est respectueux de l'environnement et c'est 97%, c'est même plus un taux, hein, c'est 100%, c'est un emballage recyclable. Parce que ça fait 30 ans, et vous verrez, Brice Lalonde a fait la préface de mon livre. Brice Lalonde, pour les jeunes qui ne le connaissent pas, c'est notre premier ministre de l'Environnement. C'est la personne qui a mis en place la collecte sélective en France. Malgré ce qu'on a entendu que le recyclage était un grand enfumage, les gens qui ont des cheveux blancs comme moi savent ce qu'était l'état du virage à la sortie du village, par exemple à Combloux ici ou ailleurs, quand il n'y avait pas le tri sélectif, on avait des dépôts d'ordures partout, on envoyait nos déchets dans tous les pays, on mettait ça dans des bateaux, etc. Non, voilà, donc c'est ça. Après, les consommateurs pensent qu'un emballage de qualité et un emballage respectueux de l'environnement, c'est un emballage qui réintègre de la matière recyclée. Donc, réintégration de matière recyclée, quelle qu'elle soit de post-consommation, soit de déchets industriels. Et enfin, on les voit vraiment de plus en plus arriver parce que quand même, l'usage unique est quand même une forme ultime de gaspillage dans certains cas. On voit vraiment arriver le réemploi. Donc, un emballage aussi respectueux de l'environnement sera demain, et ça, je vous l'assure, un emballage réemployable. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ben, j'ai tenu 15h15, j'ai tenu dans le temps. Parfait. Un beau nuage. Je regarderai ça avec intérêt. Hop. Bah maintenant, là, ça va être l'heure de la pause. Donc, surtout, restez connectés et on se retrouve à 15h25 pour le second temps fort. Donc là, voilà, on a une petite dizaine de minutes de pause et donc on se dit à dans 10 minutes. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Je regarde vos questions.